Vous voyez ce graphique ultra sophistiqué? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer tout plein de graphiques de ce genre-là en écrivant simplement une seule ligne de code. Bonjour et bienvenue dans cette 19e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Vous savez, quand on cherche à résoudre un problème, il faut bien souvent commencer par visualiser ce problème. Par exemple, en physique, on cherche à observer des phénomènes, et en data science, on cherche à visualiser nos données. Et comme vous le savez, pour visualiser des données dans Python, il existe Matplotlib. Mais bon, Matplotlib, c'est Matplotlib quoi. Déjà, c'est moche. Non, parce que dans la tête des gens, quand vous dites data science, ça ressemble à ça. Alors que dans la réalité, voilà, c'est super. Et quand vous vous débrouillez pour sortir un graphique à peu près sympa, il faut écrire une tonne de code, et nous, on n'est pas là pour ça. Nous, notre job, c'est de résoudre des problèmes. C'est pour cette raison qu'il existe Seaborn, une librairie construite sur la base de Matplotlib et de Panda, et qui permet de faire de la visualisation de données très poussées en écrivant seulement une ligne de code. Je répète, avec Seaborn, vous pouvez créer ce genre de graphique en écrivant simplement une seule ligne de code. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? C'est juste fou. Allez, je vous propose de découvrir les fonctions les plus utiles de Seaborn en faisant l'analyse de quelques datasets. Alors, imaginez que vous travaillez sur un nouveau projet, donc vous importez des données avec Panda, et la première chose que vous voulez faire, c'est de visualiser vos données. En l'occurrence, ici, on a importé un dataset sur des fleurs d'iris, et dans ce dataset, on a 5 variables, une variable qui décrit la variété de la fleur, et d'autres variables concernant les dimensions du pétale et du sépale. Pour visualiser tout ça, on pourrait utiliser Matplotlib. Par exemple, avec un graphique scatter, on peut visualiser la relation entre deux colonnes de notre dataset, par exemple la longueur du sépale et la largeur du sépale, ce qui nous donne un graphique qui ressemble à ça. Ok, c'est pas mal, mais c'est pas très informatif comme graphique. Il manque les axes, il n'y a pas de titre, il manque des couleurs pour distinguer les différentes variétés de fleurs. Bref, pour rendre ce graphique utile, il faudrait écrire beaucoup de code. Et en plus, avec tout ça, on n'aurait créé qu'un seul graphique. Or, nous, on a plusieurs variables à observer dans notre dataset. Donc, pour s'épargner toute cette peine, on va importer Seaborn as SNS, puis on va effacer cette ligne, et on va tout simplement écrire sns.pairPlot de notre dataset iris, ce qui produit une figure sur laquelle on peut voir toutes les relations entre nos différentes variables. Par exemple, ici, on retrouve le graphique qu'on a tracé juste avant, avec sur les abscisses la longueur du sépale et sur les ordonnées la largeur du sépale. En plus, sur cette figure, vous l'avez remarqué, on a des histogrammes qui apparaissent sur la diagonale, ce qui permet de voir comment sont réparties nos données selon chaque variable. En l'occurrence, on peut voir que la largeur du sépale suit une distribution normale, ce qui n'est pas le cas de la variable petal width, c'est-à-dire largeur du pétale. Donc là, vous pourriez vous dire, ok, Seaborn, c'est pas mal. Mais attendez, on n'en est qu'au début. Si par exemple, dans ma fonction pairPlot, je rajoute u égale variété, alors j'obtiens le graphique suivant, sur lequel on peut voir comment sont réparties nos trois variétés de fleurs, en fonction de toutes les variables de notre dataset. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui serait vraiment difficile à faire avec Matplotlib. Donc là, on peut voir que l'espèce Setosa, qui est représentée par les points bleus, se distingue très clairement des deux autres espèces de fleurs. En tout cas, quand on regarde les variables de type petal length et petal width. Je peux voir ça juste en observant les histogrammes de nos deux variables, puisqu'il n'y a pas de région de contact entre les zones bleues et les zones vertes et oranges, contrairement aux autres variables qui concernent le sépale. Donc on peut déjà affirmer en regardant ce simple graphique que les dimensions d'un pétale suffisent pour distinguer une variété Setosa, c'est-à-dire les variétés bleues, des autres variétés de fleurs d'iris. Donc avec Seaborn, je peux déjà commencer à faire une analyse de données en écrivant simplement une ligne de code. Et est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est beau quoi? On pourrait très facilement intégrer ce graphique dans une présentation ou dans un rapport. Bref, c'est vraiment super cool.
Alors, pour découvrir Seaborn plus en détail, le plus simple, c'est que je vous montre carrément leur site officiel, parce qu'il est très simple à suivre. On a une section galerie qui nous montre tous les graphiques qu'on peut réaliser, par exemple ce genre de choses, vraiment très sympa. On trouve également une section tutoriel qui est très bien faite parce qu'elle vous dirige directement vers les différentes applications que vous recherchez. Par exemple, comment visualiser des relations, comment visualiser des catégories, comment visualiser des distributions. Mais personnellement, la section que je préfère et que je recommande très fortement, c'est la section API qui nous montre toutes les fonctions de Seaborn. Mais contrairement aux autres librairies comme Panda, Matplotlib, dans lesquelles on va trouver 1 million de fonctions, dans Seaborn, il y a juste quelques dizaines de fonctions, comme on peut le voir. En plus, ces différentes fonctions sont classées selon l'usage que vous pouvez en faire. Par exemple, si vous cherchez à visualiser des relations entre deux variables, vous allez sélectionner une des fonctions suivantes. Si vous cherchez à observer des catégories, vous allez chercher dans la section catégories. Et de même pour les distributions, les régressions et les matrices. Ensuite, les fonctions suivantes sont un peu moins utiles, c'est plus optionnel, on va dire. Donc je vous propose de découvrir les fonctions les plus utiles pour faire de la visualisation de données. Et vous allez voir que ces fonctions, on les utilise toujours de la même manière. Dans presque toutes les fonctions Seaborn, on a comme paramètres x, y, data pour désigner les abscisses, les ordonnées et les données qu'on est censé visualiser. Et après, on écrit une série de paramètres de classification, comme par exemple le paramètre hue, le paramètre style et le paramètre size. Voilà, vous retenez ça. Vous avez tout retenu concernant Seaborn. Sérieusement. Donc, pour découvrir ces quelques fonctions, je vous propose de charger le dataset du Titanic. Et pour ça, on peut utiliser la fonction load dataset qui nous vient de Seaborn et qui permet de charger tout un tas de datasets justement pour s'amuser et expérimenter un petit peu. Ces datasets, on peut les retrouver dans le répertoire de Seaborn. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et donc, notre dataset du Titanic, je vous propose de le filtrer un petit peu avec les méthodes drop et drop.na. Puis on va visualiser à quoi il ressemble grâce à la fonction pairplot qu'on a utilisée juste avant, qui au passage est une excellente fonction à utiliser lorsque vous commencez un nouveau projet, pour voir à peu près à quoi ressemble votre dataset. Et cette fois-ci, pour le coup, on se retrouve avec une figure un peu inattendue. Vous trouvez pas? Je veux dire, quand on a utilisé pairplot tout à l'heure sur le dataset des fleurs d'iris, ça nous a donné des beaux nuages de points, c'était très informatif, tandis que là, on a juste quelques points sur nos graphiques. En plus, ces points sont à peu près tous alignés. C'est assez étrange. Eh bien, en fait, c'est pas si étrange que ça. La raison pour laquelle on obtient ce graphique, c'est parce que dans le dataset du Titanic, nous avons beaucoup de variables qui forment des catégories. Par exemple, dans la colonne Survived, on trouve que 2 types de valeurs, des 0 et des 1. Dans la colonne P-class, on trouve les 3 classes de nos passagers, 1, 2 et 3. Donc si on affiche dans le graphique pairplot la colonne Survived en fonction de la colonne P-class, ça nous donne un graphique avec 2 lignes et 3 colonnes. La raison pour laquelle je vous montre cet exemple, c'est parce que dans la vraie vie, on a très souvent ce genre de situation. C'est-à-dire un dataset avec des variables de type catégorie. Mais il n'y a aucun problème, c'est justement dans cette situation qu'on va utiliser les fonctions de la section categorical plot. Celle qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la fonction catplot et la fonction boxplot, mais vous pourriez utiliser toutes les autres, elles sont tout autant utiles, je vous assure. Donc, avec la fonction catplot, on va essayer d'observer, disons, l'âge des passagers en fonction des différentes classes. Donc c'est ce qu'on avait ici dans notre graphique pairplot. Donc pour ça, on se rappelle de la structure des fonctions Seaborn, x, y, data, donc on écrit x égale p-class, y égale âge, et data égale Titanic. Et tout ça nous donne le graphique suivant. Pas mal, en tout cas c'est un petit peu plus informatif que ce qu'on avait juste auparavant, c'est un peu plus lisible. Maintenant, rappelez-vous, ce qu'on peut faire qui est très très cool, c'est d'utiliser les paramètres hue, size ou style. Donc par exemple, on va écrire hue égale sexe, et là c'est génial parce que sur ce graphique, on peut voir comment les hommes et les femmes étaient répartis dans les différentes classes et selon les différentes tranches d'âge. Et juste avant, je vous ai parlé de la fonction boxplot, qui elle aussi peut être très utile. Donc on peut tout de suite voir ce qu'elle nous donnerait sur ce graphique, et ce qui est génial c'est qu'on n'a rien besoin de changer, vu que les fonctions prennent exactement la même structure, donc on écrit juste boxplot à la place de catplot. Et donc ça nous donne le graphique suivant. Si vous avez du mal à déchiffrer ce genre de graphique, vous en faites pas, je vous explique tout de suite. Les boxplots sont des graphiques qui nous permettent de voir la répartition des données avec les principales statistiques, la médiane, les quartiles, etc.,
sur différentes catégories de variables. En l'occurrence, au milieu d'une box plot, on retrouve toujours la médiane d'une série de données. Par exemple, sur cette box plot, on peut voir que la médiane des âges pour les hommes en première classe était de 40 ans. Ensuite, aux extrémités de la boîte, on va retrouver le premier quartile et le troisième quartile. Donc ici, on peut voir que les hommes avaient majoritairement entre 30 ans et 50 ans. Et ensuite, les traits qui allongent les boîtes, ce qui s'appelle des whiskers, et ça nous montre toute l'étendue des valeurs restantes. Et par défaut, c'est égal à 1,5 fois la différence entre le quartile 3 et le quartile 1. En gros, c'est censé représenter toute l'étendue de nos données, à l'exception des outliers, c'est-à-dire des anomalies que l'on pourrait retrouver dans nos données. Typiquement, des anomalies, on peut en voir ici sur ce graphique, pour les femmes qui voyageaient en deuxième classe. Donc on peut voir ici que pratiquement toutes les femmes avaient entre, disons, 25 ans et 35 ans, on dirait, à l'exception de 2 individus, une jeune fille de moins de 10 ans, ainsi qu'une femme de plus de 55 ans. Voilà, donc vous savez maintenant comment examiner des données qui forment des catégories. Et puis si vous avez un doute, vous retournez sur le site de Seaborn, il est très bien fait. Et vous pouvez aussi utiliser les violin plots, les bar plots, les count plots, bref, il y a beaucoup de choses avec lesquelles s'amuser. Maintenant, quand on fait de la visualisation de données, on veut aussi très souvent observer des distributions. Par exemple, avec le dataset du Titanic, on peut utiliser la fonction distplot afin de visualiser la distribution de la variable tarif, c'est-à-dire la colonne fare. Donc, si on observe tout ça, on obtient le graphique suivant. Donc voilà, c'est assez intéressant de se rendre compte que le tarif ne suit pas une distribution normale. En l'occurrence, les gens ont surtout voyagé pour le tarif le moins cher possible. À l'exception de ces passagers-là, eux, ils devaient être sacrément blindés, pour le coup. Donc voilà, pour observer des distributions avec Seaborn, il existe la fonction distplot, mais également la fonction pairplot qu'on a utilisée au début. Et il y a une fonction aussi sympa, c'est la fonction joinplot, qui permet d'obtenir ce genre de graphiques, des graphiques souvent assez sympas d'ailleurs à visualiser, dans lesquels on peut voir la distribution selon 2 variables à la fois. Donc pour s'en servir, c'est très simple. Encore une fois, on écrit une variable pour notre axe X, une variable pour notre axe Y, puis on écrit quelles sont nos données, et ça nous produit ce genre de graphique. Maintenant, si on veut créer un style dans ce graphique, on va écrire kind égale, et puis là on va choisir un parmi plusieurs styles. Ceux qui sont bien, c'est le style KDE, qui veut dire Kernel Density. Donc voilà, on obtient ce genre de choses, très esthétique. Et l'autre style assez sympa, c'est le style Hex pour hexagonal. Et donc voilà, on obtient ce genre de graphique, assez intéressant aussi. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup avec Seaborn en utilisant très peu de fonctions. Allez, pour finir, je vais vous montrer la fonction heatmap, qui est une des fonctions les plus utiles de Seaborn. Cette fonction nous permet tout simplement de visualiser des matrices, donc on peut faire des choses très cool comme ça. Et une des applications les plus intéressantes, c'est de visualiser les matrices de corrélation. Donc si on calcule les différentes corrélations qu'il y a dans notre dataset Titanic et qu'on affiche tout ça avec la fonction heatmap, on obtient le graphique suivant qui est très utile pour visualiser en un coup d'œil les variables qui sont les plus corrélées des variables qui sont les moins corrélées. Voilà, c'est tout pour Seaborn. Comme vous le voyez, c'est juste une librairie incroyable parce qu'avec une ligne de code, on peut créer des graphiques super chouettes. Je vous encourage d'aller faire un tour sur leur site, d'aller voir la section tutoriel et la section galerie, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas vous éparpiller dans toutes ces fonctions. En l'occurrence, retenez la chose suivante. Toutes les fonctions, ou presque, utilisent cette structure, x, y, data, et après on peut écrire un paramètre de style pour notre graphique. Si vous retenez ça, vous aurez retenu le plus important concernant Seaborn et vous serez vraiment armé pour faire de la visualisation de données très rapide sur vos projets de data science. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous indiquer quand est-ce qu'il faut utiliser Seaborn et quand est-ce qu'il faut utiliser Matplotlib. À mon avis, Seaborn, c'est beaucoup plus adapté pour travailler sur des datasets, pour travailler sur des données. Parce qu'on est capable de créer des graphiques statistiques très intéressants avec très peu de code. A l'inverse, je dirais que Matplotlib c'est parfait pour des fonctions mathématiques, des matrices et ce genre de choses. Et de toute façon, vous n'aurez pas le choix lorsque vous voudrez créer des graphiques très détaillés, très spécifiques, il vous faudra utiliser Matplotlib parce que Seaborn ça reste vraiment très global. À présent, voici la réponse à l'exercice de la dernière vidéo. Dans cet exercice,
il s'agissait d'examiner le cours du Bitcoin, ici en bleu, de calculer le minimum et le maximum des 28 derniers jours avec une fonction rolling, et lorsque le cours du Bitcoin dépasse notre bande maximum, par exemple ici, eh bien on va prendre la décision d'acheter du Bitcoin, et de la même manière, lorsque le cours du Bitcoin est inférieur au minimum sur les 28 derniers jours, comme ici, eh bien on va prendre la décision de vendre du Bitcoin. Encore une fois, ce n'est pas du tout une bonne stratégie de trading et ne vous lancez surtout pas dans le Bitcoin. En revanche, c'est un bon exercice pour pratiquer les fonctions rolling, etc. Donc pour obtenir ce résultat, on va commencer par créer une copie de notre data frame Bitcoin. Comme ça, au cas où les choses tournent mal, on a toujours de quoi faire notre backup. Ensuite, je vous avais donné un indice qui est de créer une colonne buy et une colonne sell et de les initialiser avec des zéros. C'est ce qui nous donne cette ligne horizontale que vous voyez ici. Ensuite, on crée une colonne rolling max et une colonne rolling min. On utilise la fonction rolling avec une fenêtre de 28 jours. Et dans cette fenêtre, on cherche à chaque fois le maximum et le minimum de notre signal close. Mais attention, il est très important de décaler notre signal de 1 jour, sans quoi notre signal bleu reste toujours entre son minimum et son maximum, et du coup, on n'achète jamais de Bitcoin, ou on ne vend jamais de Bitcoin, on n'effectue pas d'action. Donc il est très important de décaler toutes nos fenêtres de 1 jour vers la droite, et une fois que ces fenêtres sont créées, on utilise du Boolean Indexing, ce qui permet d'écrire la valeur 1 à l'intérieur de la colonne buy lorsque le maximum est inférieur à notre signal close, et d'écrire -1 dans la colonne sell lorsque, à l'inverse, le minimum est supérieur à notre signal close. Ensuite, la cellule suivante permet simplement de créer notre graphique avec Matplotlib. En l'occurrence, ici, j'utilise la méthode orientée objet afin de partager le même axe X, ce qui me permet de faire des zooms sur les deux graphiques en même temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Seaborn. Si vous avez la moindre question de machine learning ou bien sur l'exercice de la dernière vidéo, alors rendez-vous sur Discord. Il y aura beaucoup de gens pour vous aider et c'est un excellent moyen de vous améliorer en machine learning. Donc je vous laisse un lien dans la description, n'hésitez pas à y aller. Sinon, est-ce que vous êtes plutôt Seaborn ou Matplotlib? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou bien si vous connaissez une autre librairie absolument géniale pour faire de la visualisation de données, dites-le moi également dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec un ami. Si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.